Aucune nation, aucune entreprise ne peut se passer de l'arme de l'influence dans la compétition mondiale. Mais pour être en mesure d'exercer cette influence, encore faut-il comprendre et anticiper les évolutions de l'environnement économique, ce qui est justement l'un des buts de l'intelligence économique, une activité de plus en plus stratégique pour l'État comme pour les entreprises françaises, car c'est ce qui permet de gagner des parts de marché à l'international. Mais c'est aussi une activité mal connue, mal vue, car souvent amalgamée à de l'espionnage ou à du simple vol d'informations. Claude Revel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une ancienne élève de l'École nationale d'administration. Vous êtes aujourd'hui l'une des plus éminentes spécialistes et praticiennes du lobbying et de l'intelligence économique, une matière que vous avez d'ailleurs enseignée dans une grande école de commerce. Mais surtout, vous venez d'être nommée à la tête de la délégation interministérielle à l'intelligence économique, la D2IE, par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Alors, première question en préambule de cet entretien, quelle est l'importance de l'intelligence économique pour un pays comme la France? Alors, pour tous les pays, l'intelligence économique a comme objectif de maîtriser sa place dans la mondialisation, d'être un allié dans la compétition internationale, de se sécuriser et d'influencer, et ce, à l'aide d'une gestion professionnelle de l'information à partir de sources légales et ouvertes. Alors, vos missions à la D2IE, comment est-ce qu'elles participent à l'intelligence économique française? Alors, les missions de la D2IE ont été définies par la communication du Premier ministre du 29 mai 2013. Donc, très brièvement, premier volet, poursuivre la veille stratégique en accentuant l'anticipation. Deuxième volet, la sécurisation en accentuant les aspects immatériels, c'est-à-dire le savoir-faire, les technologies, la recherche, l'image, etc. Les données, bien sûr. Troisième volet, l'influence, qui est le volet actif, essayer de formater le terrain et notamment en agissant sur les règles et normes internationales. Et le quatrième volet, qui est de poursuivre et de développer la sensibilisation de tous les acteurs économiques. Alors, il y a eu un petit changement depuis que vous êtes à la tête de la D2IE, c'est que cette structure était rattachée à Bercy, elle est désormais rattachée à Matignon. Oui. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce qu'on peut dire que la France était en retard en matière d'intelligence économique? Bon, alors on peut dire qu'elle a débuté un peu tard, effectivement, par rapport à certains de ses concurrents, et que le fait d'être rattaché directement au Premier ministre accentue, par définition, le côté interministériel et permet donc d'avoir une vision plus transversale, non seulement une vision, mais une action plus transversale, et de faire réellement participer le maximum d'acteurs administratifs, d'acteurs de l'État, et bien entendu avec le secteur privé. Oui, parce que justement, vous soulignez qu'il y avait un volet pédagogie. Oui. Alors, cela veut dire que l'intelligence économique n'est pas suffisamment ancrée dans les esprits en France? Oui, ça veut dire tout à fait. Alors, pour deux raisons, soit elle n'est pas suffisamment ancrée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sensibilisation, soit elle est mal perçue, comme vous disiez au tout début, elle est assimilée à l'espionnage, à des vols, etc., des activités illicites et illégales, ce qu'elle n'est pas du tout, puisqu'il s'agit de gérer de l'information ouverte. Donc, l'effort doit porter sur toutes les catégories de la population, à commencer par les étudiants. Moi, je souhaite personnellement qu'aucun étudiant ne sorte de l'enseignement supérieur sans avoir une approche minimale d'intelligence économique dans tous les domaines. Deuxièmement, les entreprises, bien sûr. Et puis, troisièmement, les agents de l'État et tout ce qui concerne le monde de la recherche. L'intelligence économique est mieux ancrée dans les esprits dans les pays anglo-saxons, chez nos voisins européens, en Allemagne, par exemple? Alors, dans les pays anglo-saxons, je dirais, elle est naturelle. Il y a une sorte de connivence, au bon sens du terme, si vous voulez, qui permet aux différents acteurs de travailler ensemble. Parce qu'un maître mot d'intelligence économique, c'est le réseau. Donc, travailler ensemble pour justement retirer l'information optimale, ça, c'est, je dirais, dans le sang, les anglo-saxons. Et les Allemands, ce qu'ils ont de plus, c'est l'organisation. D'une part, l'organisation et d'autre part, le fait que les entreprises ont compris que c'est tout leur intérêt de travailler et de financer l'intelligence économique. On a beaucoup entendu parler dans l'actualité du scandale PRISM, le système de surveillance de l'Internet américain. Alors PRISM, est-ce que c'est un outil d'intelligence économique sous couvert de lutte contre le terrorisme? Maintenant, ça fait 3 ans que Ben Laden est mort.
Est-ce que ça ne peut pas finalement ne servir qu'à l'intelligence économique? Alors, ça n'est pas un outil d'intelligence économique, puisque comme je vous l'ai dit, l'intelligence économique, normalement, est faite à partir de sources légales et de méthodes légales. En revanche, c'est un outil d'espionnage économique, ça très certainement. Mais je m'étonne de l'étonnement des gens, parce que dans un de mes livres de 2005 sur les États-Unis, j'avais relevé l'interview d'un ancien directeur de la CIA qui disait très clairement « Nous espionnons les entreprises étrangères au profit des entreprises américaines ». Ça lui paraissait tout à fait naturel. Mais ça n'est pas d'intelligence économique, c'est de l'espionnage économique. Voilà. C'est différent. Vous marquez bien la différence entre les activités légales et illégales. D'ailleurs, l'espionnage est tout à fait respectable par ailleurs, mais ce n'est pas l'intelligence économique. Avant de prendre la tête de la D2IE, vous avez remis à Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, un rapport sur comment renforcer l'influence de la France en ce qui concerne les normes internationales. Oui. Alors, les normes internationales, en quoi ce sujet contribue-t-il, concerne l'intelligence économique française ? Alors, l'action sur les normes concerne l'intelligence économique par le fait que c'est une action d'anticipation qui prépare le terrain pour les entreprises de manière à ce qu'il soit le plus propice et favorable. C'est-à-dire que si vous avez des normes et des règles qui sont favorables, qui sont, disons, proches de ce que vous faites et donc elles vous sont favorables, vous serez naturellement favorisé dans la compétition. Et d'ailleurs, nos concurrents l'ont bien compris, qui sont extrêmement présents dans l'élaboration, notamment les anglo-saxons, dans l'élaboration des normes techniques, mais aussi des normes de gouvernance, parce qu'ils ont compris que c'est une bonne norme, bien formatée selon vos désirs, si vous voulez, c'est un allié dans la compétition. Donc il y a une bataille entre pays pour imposer les normes. Exactement. Il y a la bataille des normes, des règles, absolument. Et des idées. C'est l'un des moyens, ces normes, de mettre en place une stratégie d'intelligence économique française, une stratégie... mais plus globalement, comment la mettons en place cette stratégie? Ça passe par les normes, ça passe par d'autres éléments aussi, j'imagine? Mais une stratégie d'intelligence économique, c'est justement global. Ça n'est pas que les normes, ça n'est pas que la sécurité. Contrairement à ce que certains pensent, ça n'est pas que la veille stratégique, c'est gérer l'information pour prévenir les risques et ensuite influencer le terrain en amont de manière propice aux entreprises. Donc c'est un ensemble. Alors comment on la met en œuvre, ça serait trop long, mais il y a des méthodes, trop long à expliquer ici, mais il y a des méthodes bien précises. Simplement, il faut d'une part agir en amont et d'autre part agir sur le temps. Ce ne sont pas des choses qu'on fait en un clin d'œil et les démarches d'intelligence économique doivent être suivies dans le temps. C'est très important. Pour conclure, Claude Revel, quels sont les atouts de la France dans cette guerre mondiale de l'influence? Quel est notre potentiel? Alors, les atouts de la France sont très nombreux. Et notamment, on a une expertise extraordinaire, c'est-à-dire je crois que dans tous les domaines, on a d'excellents experts. Donc on a un contenu, si vous voulez, qui est un contenu d'excellence. Un autre atout, c'est qu'on est présent dans quasiment tous les domaines de l'industrie et des services, malgré quelques faiblesses, mais on est quand même présent partout. Troisième atout, on a encore un rayonnement mondial en matière de droit, en matière de langue, malgré tout, c'est quand même la deuxième langue parlée, en matière de culture aussi. Donc tout ça, ce sont des atouts qui demandent qu'une petite pitchonnette d'organisation pour être vraiment mis en valeur et nous servir mieux. Et donc servir mieux à nos entreprises, à nos emplois à terme. Bien, merci Claude Revel, merci d'être venu nous décrypter l'intelligence économique à la française, une intelligence économique que vous mettez en œuvre à la tête de la D2IE, Direction interministérielle. Délégation interministérielle à l'intelligence économique. Voilà. Merci encore. Merci à vous. Merci.